Chers amis, bonjour. La dernière fois, nous nous étions quittés au lendemain de troubles ayant amené les députés à désigner un nouveau roi pour le trône de France, Louis-Philippe de la maison d'Orléans. Il succède alors à Charles X, qui est chassé du pouvoir. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous invite bien sûr à visionner, au besoin, l'épisode précédent. On parle de monarchie de juillet en référence à l'émeute qui se mua en révolution les journées des 27, 28 et 29 juillet 1830, les fameuses Trois Glorieuses. On va voir que ce régime est un mélange de continuité et de différence avec celui de Charles X. Les journées de juillet 1830 avaient une inspiration libérale, comme en 1789. Cependant, il s'agissait en 1830 essentiellement de conserver les droits acquis, des droits menacés, et non d'aller en conquérir de nouveaux. Aujourd'hui, voyons ensemble quel fut le règne de Louis-Philippe. C'est parti. D'ores et déjà, on peut s'interroger sur la charte. Souvenez-vous, il s'agit du texte constitutionnel qui régit la monarchie après le départ de Napoléon. D'un côté, on n'en rédige pas une nouvelle. On va, pour l'essentiel, la réviser, c'est-à-dire apporter certains correctifs. D'un autre côté, ces changements opérés coïncident avec l'apparition d'un nouveau monarque, au point que l'on pourrait malgré tout y voir un nouveau texte constitutionnel, donnant un nouveau souffle aux institutions. En bref, il faut voir cette charte comme la même que 1814, mais mise à jour. Pour une question de facilité de langage, on parlera de charte de 1830, afin de désigner en creux un seul et même texte, mais sa version mise à jour, le texte entre guillemets 2.0. Mais alors, qu'en retenir ? Elle est corrigée le 7 août, puis acceptée par le roi le surlendemain. Là où elle diverge notablement avec la version originale, c'est sur la conception du rapport entre le roi et son peuple, plus globalement son état d'esprit. Déjà, Louis-Philippe n'est plus roi de France, donc un monarque qui règne sur un territoire avec des trucs situés dessus, des gens accessoires appelés sujets. Mais il devient roi des Français, signe d'une meilleure considération du peuple. La souveraineté nationale est replacée au premier plan. Et point important, la liberté de la presse est restaurée. Vous noterez que la charte n'est plus octroyée mais acceptée, signe d'une meilleure collaboration. On a moins le côté unilatéral qui était présent avec l'octroi de la charte. Et alors que Charles X et ses partisans prônaient le drapeau blanc, évoquant la monarchie d'Ancien Régime, le drapeau national redevient le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. D'ailleurs, historiquement, on raconte que ce drapeau, apparu suite à la Révolution de 89, symboliserait la ville de Paris, dont la bannière était bleue et rouge, couleur encadrant la royauté, symbolisée par le blanc. Mais il semble que cette analyse est sujette à discussion, car on raconte également que les couleurs proviendraient de la Révolution américaine et du drapeau américain. Ce qui est certain, c'est que le blanc deviendra le symbole des légitimistes, pour rappel, ceux opposés à Louis-Philippe comme roi, tandis que les orléanistes, ses partisans, demeureront attachés au drapeau tricolore. Par ailleurs, Louis-Philippe va davantage tirer de la charte sa légitimité pour régner, et non du fait qu'il serait le lieutenant de Dieu sur terre. Il accepte donc cette lourde tâche et prête ainsi serment sur la charte révisée. Il devient alors Louis-Philippe Ier. Il règne sur un pays dont le catholicisme n'est plus la religion d'État, mais celle de la majorité des Français. Point d'importance, l'article 13 de cette charte, remodelée, énonce notamment que désormais, le roi fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Il faut se rappeler que c'est par le biais de ce type d'ordonnances, de ces textes juridiques contraignants, que Charles X avait mis un gros tour de vis juste avant sa chute. On constate désormais que ce pouvoir est plus limité, plus encadré. C'est ainsi que la monarchie de Juillet entend se démarquer du règne réactionnaire de Charles X.
Cela étant, on ne peut pas non plus y voir quelque chose de radicalement différent, puisque de nombreux éléments de la charte de 1814 demeurent. On pourrait même y voir un changement de dynastie plus qu'un changement de régime. Et petite anecdote parenthèse que je trouve personnellement assez croustillante, Louis-Philippe est, semble-t-il, l'unique roi français qui fut photographié. Au niveau du corps électoral, nous avons des retouches, notamment au niveau du suffrage censitaire qui est assoupli, mais rien de révolutionnaire. Ce qu'il faut retenir au final, c'est que le corps électoral est certes élargi, mais demeure minime malgré tout. Celui-ci reste dominé par une aristocratie foncière et une bourgeoisie commerçante et industrielle. Donc au final, quelque chose d'assez peu représentatif. Le Parlement est toujours bicaméral, donc composé de 2 chambres, avec la Chambre des députés qui devient l'incarnation de la souveraineté nationale, ce qui rappelle la fin du XVIIIe siècle. Cette chambre élit désormais son président, ce qui renforce son aspect autonome. Quant à l'autre chambre, la Chambre des pairs, celle-ci demeure. Là encore, les chambres restent globalement comme avant, avec quelques menus retouches. Par exemple, le roi peut toujours choisir les membres de la Chambre des pairs, mais son caractère héréditaire finit par disparaître, signe d'une défiance envers l'aspect aristocratique d'Ancien Régime. De fait, cela va la libéraliser, puisque désormais elle n'est plus figée dans l'hérédité. Par ailleurs, ces séances deviennent également publiques, pour apparaître comme plus transparentes. Élément important, le Parlement partage désormais avec le roi l'initiative législative, et devient lui aussi un élément essentiel de la vie publique. On assiste ainsi à un nouveau rééquilibrage des pouvoirs au profit du législatif. Cette connexion entre les différents acteurs institutionnels esquisse le parlementarisme dit dualiste ou orléaniste, qui se caractérise par une responsabilité du gouvernement tant à l'égard du Parlement que du roi. De plus, les ministres forment un cabinet. C'est en gros le gouvernement avec à sa tête un personnage important, le président du Conseil des ministres plus exactement. Il supervise l'action gouvernementale et constitue l'interlocuteur privilégié du roi. Il s'agit souvent d'un ministre détenant un portefeuille ministériel d'importance, comme le ministère de l'Intérieur par exemple. Retenez bien cette fonction car on va abondamment la retrouver dans le futur. En ce temps-là, se développe aussi la technique de l'interpellation, qui consiste en un débat entre les députés et les membres du cabinet sur un ordre du jour prédéfini. Demeure aussi la possibilité d'adresser par écrit une pétition dans l'une des chambres. Et, point remarquable, émerge doucement ce que l'on appelle la question de confiance. À l'occasion d'un vote d'un texte, le gouvernement demande au passage aux élus leur confiance. Cela dit, cette pratique reste à l'époque encore balbutiante et non bien ancrée dans la pratique. Et cette pratique fait poindre progressivement, tacitement, l'idée que le gouvernement ne peut se maintenir sans un soutien minimal des parlementaires. Et je rappelle que le roi peut toujours dissoudre la Chambre des députés, que ce soit à titre préventif ou pour régler un conflit qui s'enliserait entre les élus et le cabinet. Ce schéma institutionnel est animé par différents courants politiques. Le nouveau régime évolue quelque peu sur ce point. Nous avons pour commencer les légitimistes qui souhaitent le retour au pouvoir des Bourbons et sont hostiles aux orléanistes. Puis, il y a les bons vieux bonapartistes qui aimeraient voir au pouvoir leur champion, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, qui est exilé en Suisse. Ensuite, nous avons les républicains qui repoussent le principe monarchique. Et enfin, les socialistes, pour qui le développement industriel ne profite qu'aux bourgeois. Et au niveau des orléanistes, soutien du roi, il y a 2 mouvements élémentaires. Le parti du mouvement, pour qui le régime doit encore évoluer vers plus de libéralisme, et à l'opposé, le parti de la résistance, qui ne veut pas davantage de libéralisme, et qui se satisfait de la charte de 1830 en l'état. En synthèse, le gouvernement est l'organe gestionnaire de l'État,
Il expédie les affaires clés de la France et le roi détient encore du pouvoir. Mais les assemblées législatives exercent un droit de regard sur l'action ministérielle. Tout ceci apparaît comme particulièrement démocratique, mais lourd revers de la médaille, il peut conduire à une forte instabilité gouvernementale. Et ce fut le cas puisque de nombreux gouvernements vont se succéder au cours des 18 années de règne de Louis-Philippe. Mais globalement, on le perçoit aisément, le régime mis en place apparaît comme plus libéral, mieux pensé, mieux équilibré. Oui, mais un régime pas si bien que ça en fait, car il finira, comme les autres, par couler. Et voyons maintenant pourquoi un tel déclin. Déjà, il y a une corruption assez répandue, imputable au système électoral où le nombre d'électeurs est fort réduit, suffrage censitaire oblige. Et du coup, les élections se jouent parfois à un cheveu, donc on opère un petit coup de corruption par-ci, par-là, histoire de s'assurer que le résultat aille dans le bon sens. Dans la mesure où l'on pouvait cumuler mandat électif et être fonctionnaire, eh bien les renvois d'ascenseurs et autres manœuvres, promesses, allaient bon train. Ensuite, la monarchie de Juillet est incapable de répondre à la misère sociale qui reste tout de même profonde en ce temps-là. En effet, nous sommes à une époque où la société devient de plus en plus industrielle, où le milieu ouvrier, défavorisé, croît de plus en plus. Émerge alors, à cette époque, le socialisme. D'ailleurs, le manifeste du Parti communiste, écrit par Karl Marx et son ami Engels, paraîtra en 1848. De plus, la crise sociale s'additionne à une crise économique qui touche le pays depuis quelque temps. On a par exemple en 1846 de mauvaises récoltes en milieu rural. Bref, vous l'avez compris, les temps sont durs. Enfin, à compter de 1847, c'est le libéral Guizot qui devient président du Conseil. Et il est sourd aux revendications émergentes, notamment pour réformer le système électoral vers un suffrage universel. D'ailleurs, on raconte qu'il invita les gens à s'enrichir pour rejoindre le corps électoral, plutôt que de l'élargir. Il refuse des réformes, et l'opposition, marquée à gauche, se rassemble à cette époque dans ce que l'on appelle des banquets. Banquets qui sont les nouveaux cercles de pensée, à l'instar des clubs du XVIIIe siècle. C'est un lieu propice pour réfléchir à une alternative, pour émettre des idées à l'occasion de dîners privés. Mais Guizot voit cela d'un mauvais œil au point qu'il interdit un banquet prévu à Paris en février 1848. Laisse-moi deviner. Une nouvelle révolution ? Eh bien, cet acte va mettre le feu aux poudres, générer une révolte, et la colère va se reporter sur la tête de Louis-Philippe qui aura droit à un retour de flamme. Il ne cerne d'abord pas la gravité de la situation. Boulevard des Capucines, à proximité du ministère des Affaires étrangères, des soldats font feu et tuent des manifestants, ce qui aggrave notablement la situation. Des mutineries éclatent au sein des troupes. Le 24 février, les Tuileries sont prises. Louis-Philippe abdique alors en faveur de son petit-fils, le comte de Paris, et part à son tour en exil. En attendant de rebâtir un nouvel ordre institutionnel, se met en place un gouvernement provisoire. Le spectre de la République semble reparaître. Et la suite ? Eh bien, je vous fais une petite mise en bouche. L'abdication de Louis-Philippe Ier signe tout simplement la fin d'une très longue période, d'une très longue époque, longue de multiples siècles. En effet, à partir de 1848, la France ne connaîtra plus jamais de roi à sa tête. Mais pour autant, elle verra rejaillir une ultime fois un monarque. Affaire à suivre. Et c'est maintenant que s'achève la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié la regarder. Pour ne rien manquer de la suite, je vous propose de vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de notre périple historique. À bientôt.